Bonjour à tous, nous sommes en fin décembre et pour ceux qui sont vraiment logiques, je peux même dire qu'on est presque en début d'année, donc presque en début du mois de janvier. On arrive sur la fin du mois, on arrive sur la fin de l'année et donc c'est le moment des cadeaux. Oui, c'est pas ça que je voulais dire. C'est le moment de la bonne année, oui, mais c'est pas ça non plus que je voulais dire. C'est le moment des top 10 films 2018, des films qu'on a préférés en 2018. Certes, j'aime le cinéma, mais 2018, à mon sens, n'a pas été une grande année de cinéma. Évidemment, comme tous les critiques, je ne m'estime pas être un critique, mais je parle de cinéma, donc du coup, je suis un critique. J'ai pas vu tous les films. Alors, je peux pas comptabiliser les films que j'ai pas vus. Il y a peut-être des films que je vais voir plus tard, je vais me dire, waouh, il est génial. Mais si je l'ai pas vu, par définition, je ne vais pas en parler. Mais dans les films que j'ai vus, ça m'a pas été très naturel de me dire, il faut que je trouve 10 films à placer dans un espèce de best-of, parce que je ne saurais pas les classer par ordre de préférence. Il n'y aura pas de 1 à 10, ce sera 10 films que j'ai bien aimés, mais très naturellement comme ça m'est pas venu à l'esprit. C'est-à-dire qu'en début d'année, j'ai commencé à me dire, pour la fin de l'année, je vais noter les films que j'ai bien aimés. Il y en a eu un que j'ai noté, puis ça s'arrêtait là. C'est-à-dire qu'après, il y a eu des films que j'ai bien aimés, que j'aimais plus que d'autres, dont j'ai loué les qualités, mais au point de me dire que c'est le film de l'année, ou que c'est les films de l'année, même 4 ou 5, et que je peux conseiller absolument tout le monde, c'est faux. Je trouve que l'année 2018, dans les films que j'ai vus, a été assez maigre, assez triste. On a eu beaucoup de comédies françaises. Pour tout vous dire, Yves Panda, que j'ai vu hier un petit peu son placement, n'a même pas voulu parler dans les flops des comédies françaises. C'est pour dire que maintenant, il sait tellement que c'est mauvais qu'il n'en parle même plus. Et c'est vrai qu'il y a quand même un sacré nombre de films de comédies françaises qui sont très mauvais, comme chaque année, mais c'est normal, hein, et ça continuera. Tant que des gens iront voir ce genre de film, tant qu'il y aura un public, ça marche au box-office, donc du coup, eh bien, les cinéastes vous proposeront la même chose. Sur le même format, on va voir Danny Boone qui va encore nous sortir un film avec le format un peu ch'ti, une variante, les ch'tis en Afrique, enfin voilà, parce que ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'il devrait changer une recette qui marche bien? Parce que finalement, son dernier film, il reprend quand même un peu la trame de ses spectacles, et le truc, c'est que c'est un ch'ti. C'est ça qui est drôle, d'où le nom, la ch'ti de famille. Et pour être honnête, ce film n'était pas ultra mauvais. Je l'ai vu, bon voilà, c'était une comédie, mais c'était pas non plus bon. Il y a des comédies quand même qui sortent du lot, et moi, pour ma part, j'ai eu envie dans le top 10 de parler de quelques films français et de comédies qui font du bien. Et je parlerai pas des flops parce que c'est pas intéressant. Moi, je vais au cinéma pour me faire plaisir, ou je vois des films pour me faire plaisir, pas pour parler des films que j'ai pas aimés. Et puis honnêtement, il y en aurait trop. Donc voilà pour cette présentation, et puis on va commencer le top 10, sans classement, il n'y a pas d'ordre de préférence. Par contre, il y a un petit peu tous les genres. Ça, c'est un truc qui m'est propre, hein, j'ai envie de te dire. J'aime tous les styles de cinéma, donc il y aura un petit peu de tous les genres, comme ça vous pourrez varier. Évidemment, on s'en fout de ce que je pense des films. C'est pas ça qui est important, mais ce qui est bien dans les top 10, pour ceux qui aiment le cinéma, c'est que ça donne des idées. On se dit, j'avais pas entendu parler de ce film-là. Il y a des films dont j'ai entendu parler que j'ai pas encore vus parce que ils sont pas sortis ou parce que ils sont pas passés dans mon cinéma de quartier, mais où je me dis, ok, celui-là, faut que je prête attention. Apparemment, il est pas mal. Donc voilà pour cette brève énumération, je suis pas sûr qu'elle soit brève, pour cette présentation, et puis on va commencer directement avec les films de l'année 2018. Les 10 films de l'année 2018. Le prochain film est 3 billboards, Les panneaux de la vengeance, et pour le coup, lui, clairement, il aurait fait partie du top 10 film 2018. Je n'ai pas eu à réfléchir, ça faisait partie des films que je voulais mettre. Euh, Dès que je l'ai vu, je me suis dit, ce film-là, je le maintiens, je sais qu'il sera important. De quoi ça nous parle? Ça parle de l'histoire d'une femme qui a perdu sa fille dans des conditions tragiques, euh, de façon violente, et puis je crois qu'elle a aussi été violée. Et puis l'enquête, en fait, piétine énormément, il n'y a pas d'avancée. Alors régulièrement, elle vient voir le chef de la police, elle lui demande où ça en est, et puis ils leur disent que finalement, ils savent pas trop, puis elle comprend qu'ils s'en moquent un peu, que le dossier il est perdu parmi une foule de dossiers, et que ça les intéresse pas vraiment. En plus, il y a deux policiers dans ce commissariat, il y en a un qui est plutôt, on va s'en rendre compte avec le temps, plutôt sympathique et plutôt agréable, et l'autre qui s'en fout complètement. Donc quand elle tombe sur celui qui s'en fout, effectivement, il se moque complètement de son cas. Ça n'intéresse pas. Et donc,
Mildred, qui est une femme forte, qui est une femme qui a de la volonté, qui a de la détermination et un sacré caractère, va se dire elle va aller louer des panneaux, en fait, à un truc publicitaire, et dessus, elle va mettre des accusations. Par exemple, à cause de vous, chef untel, eh bien, ma fille, et puis il y aura un deuxième panneau. Et comme ça, elle va décrire un petit peu la situation. Il y aura 3 ou 4 panneaux, 3, je pense, puisque 3 billboards, 3 panneaux, qui vont accuser les forces de police, qui vont accuser l'inaction de ces forces de police, et puis aussi pour, euh, pour solliciter en fait les gens qui passent, quoi, que ça fasse un espèce de buzz quelque part, que les gens en parlent, ou en tout cas que personne n'oublie. Je suis pas sûr qu'elle pense que ça changera les choses, mais au moins, elle se dit à chaque fois qu'ils vont aller au boulot, à chaque fois qu'ils vont aller au commissariat, ils pourront pas oublier ma fille, et du coup, peut-être que potentiellement, soit ils vont culpabiliser, ou alors qu'ils vont relancer l'enquête, qu'en tout cas ça les motivera, et comme un buzz négatif qu'on a pu avoir dans l'actualité avec les gilets jaunes, quand ça casse, quand il y a du grabuge, les médias en parlent, et bien là peut-être aussi qu'elle pense que ça pourra faire bouger les choses, et effectivement, puisqu'elle va rencontrer les médias, il y a des médias qui vont passer, qui vont voir ce truc, des panneaux géants, des panneaux accusateurs, et donc ils vont faire une interview d'elle, donc quelque part elle n'a pas tort, ça va faire parler d'elle, elle va pouvoir en parler dans les médias, même si évidemment ça ne fera pas avancer vraiment la cause, parce que de toute façon on ne sait pas qui est la personne qui a tué, on ne sait pas où ça en est, ils cherchent, mais bon voilà. On comprendra un peu plus tard que ce flic est plutôt positif, qu'il va avoir quelques soucis, et puis on comprendra qu'en fait c'est pas de son propre chef, quoi. C'est comme ça, parfois l'enquête ne se résout pas, et on a beau vouloir mettre la meilleure volonté du monde, ça peut être comme ça dans l'espèce de stand-by. Et donc, vous l'aurez compris indirectement, 3 billboards, c'est une histoire de vengeance, mais pas uniquement. Ou, en tout cas, ça traite le sujet mieux que ça. C'est un film qui est avec des personnages complexes, très complexes, où parfois on peut penser dichotomique en se disant là c'est le bien et là c'est le mal, et finalement, dans ce film, tout le monde peut être à la fois le bien et le mal. On peut jouer quelqu'un à un moment de sa vie, puis après on va apprendre de ce qu'il a réellement, ou de ce qu'il est réellement, et on se dira, oui, finalement, c'était pas vraiment ce qu'on croit, et même elle, qui est une femme très dure, c'est pas qu'elle l'air, c'est qu'une femme très dure, qui est capable de donner du poing sur un homme, ça ne lui pose pas trop de se bagarrer. En même temps, évidemment, elle souffre beaucoup de la perte de sa fille. Il y a une vraie détresse derrière, une vraie dépression qu'elle a cachée. Et elle est capable, à d'autres moments, de montrer que elle est aussi fragile, que c'est une femme, et qu'elle est en vraie souffrance, qu'elle est passée par la colère, mais qu'il y a aussi des moments de deuil. Donc tous les personnages sont bien écrits, ils sont tous importants, les rôles sont excellents. C'est vraiment une très bonne surprise, parce qu'en même temps, sur le panneau, enfin sur le papier plutôt que le panneau, sur le papier c'était pas très prometteur, un film avec des panneaux qui parlent de vengeance, c'est super audacieux de se dire on va rendre ce film-là crédible, et on va faire que beaucoup de monde en parler, et que ça va être potentiellement dans le top 10 film 2018 de beaucoup de personnes. Parce que sur le papier c'est pas très vendeur, mais pourtant, c'est bien réalisé, c'est bien foutu, et ça a été plutôt très bien récompensé, puisque le film a reçu 15 prix et 18 nominations. Donc voilà, même au niveau du box-office, même au niveau des spectateurs, même au niveau de la presse, il a plu. Je vous conseille ce film, c'est 3 billboards, les panneaux de la vengeance, et la bande-annonce sera en dessous, si vous voulez découvrir un peu plus le film. Le prochain film est de le top 10 film 2018, est à 22 juillet. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de l'attentat le plus important qu'il y ait eu en Norvège, perpétré par Anders Breivik le 22 juillet 2011. Anders Breivik, qui était un militant d'extrême droite, qui va les tuer sur une île où il y a des jeunes qui font un espèce de colloque politique. Il va les tuer 77 personnes comme ça, sans état d'âme, simplement parce que pour lui ce sont des ennemis idéologiques. Évidemment, c'est toujours difficile avec ce type de film parce qu'on se dit est-ce que c'est vraiment nécessaire de les faire, mais en même temps, ça m'a montré des choses que j'ignorais à la fois de lui, de son personnage. On voit un peu sa mère au tout début. On comprend qu'il lui cachait beaucoup de choses, voilà, que c'était pas évident pour elle de déceler. On pourrait dire, mais les parents, dans ces cas-là, a priori, il était très secret, il était très isolé, il était très dans son univers à lui. Et puis, ce que je ne savais surtout pas, c'est qu'il avait fait une espèce de pré-attentat pour défocaliser les forces de police. C'est-à-dire qu'il a fait un autre attentat, il a posé une bombe près d'une ambassade, je crois, afin que toutes les forces de police aillent à cet endroit, les pompiers, qu'il y ait un état d'urgence décrété sur la ville. Et lui en a profité pour préparer, parce que c'était préparé, hein, c'était vraiment prémédité,
Et il s'est rendu à l'endroit où il y avait les embarcations. Il a tenté de traverser comme ça en disant je suis journaliste, je crois. Donnez-moi votre carte de presse. Oui. Il a joué un peu le rôle, enfin un peu le jeu, et puis finalement il a vu que ça passerait pas. Et là il a commencé à sortir les armes. Il a tué les personnes qui étaient de l'autre côté de cette espèce de lac. Et après il a pris le bateau, il a été rejoindre les jeunes. Et malheureusement il a fait 77 morts. Donc c'est un film intéressant malgré tout, même si le sujet est sensible, parce que c'est bien fait, c'est bien foutu, parce que le mec qui incarne Breivik, c'est, je trouve, excellent. On a l'impression de le voir. Je l'ai vu quelques fois en vidéo, Breivik, il ressemble un petit peu à ça. Enfin, je pense que c'est vraiment un acteur, je vois, nationalité américain, norvégien, islandais. Je pense que c'est vraiment norvégien, quoi. Il ressemble typiquement au physique nordique. Euh, c'est des points de l'histoire. C'est comme ça. Nous, en France, on a eu le Bataclan, on a eu... et d'ailleurs, je pourrais en profiter pour parler d'un documentaire qui était très intéressant, qui est passé sur Netflix en 4 volets, je crois, qui suivent. Hein. C'est une continuité de 4 épisodes d'à peu près 1 heure. J'ai plus le nom en tête, mais c'était du latin. C'était comme Negrum, Neglus, quelque chose comme ça. Voilà, ça parlait du Bataclan. Et ça montrait là aussi, alors de façon un peu moins importante, parce que lui, Breivik, était tout seul, que le jour du Bataclan, en fait, il y avait toute une préparation et qu'on oublie vraiment qu'il y a eu de nombreux attentats. Moi, j'avais eu tendance à oublier qu'il y avait autant de monde impliqué, qu'il y avait autant de lieux qui avaient été touchés. Eh bien, nous, en France, on a eu ça et ça nous a marqué à jamais. Et en Norvège, on est forcément un petit peu moins au courant. On l'a vu passer dans les journaux, mais du coup, on connaît moins l'histoire. Et bien, ça permet de ne pas oublier ce pan de l'histoire. Et je me rends compte que le film dure 2h23, et honnêtement, j'ai pas vu le temps passer, quoi. C'était intéressant, je l'ai mis en pensant que ce serait une petite série B, production Netflix, et puis non, en fait, c'est pas mal. Alors après, c'est clair que c'est parce qu'il n'y a pas eu de film extraordinaire cette année que j'en parle, que je me permets de le placer, mais c'est vraiment honorable, un 22 juillet. Pour ceux qui aiment ce type de film, donc classé dans le genre drame, thriller, historique. Effectivement. Et surtout historique, hein, parce que le côté dramatique y est, le côté thriller aussi, mais c'est plutôt de façon indirecte. Hein. Le problème, c'est que c'est une histoire vraie, que c'est un fait réel. Donc voilà, c'est un film un peu particulier, mais c'est quand même dans mon top 10 film 2018, et c'est un 22 juillet. Prochain film est dans le top 10 film 2018, Bohemian Rhapsody, le film sur Queen. Alors depuis, j'ai un peu travaillé le sujet, je peux comprendre que certains l'ont mis dans leur flop, parce qu'a priori, ce film ne serait pas très fidèle à la réalité des faits, et notamment par rapport à des choses chronologiques. Évidemment, c'est ce qui me dérange le plus. Parce que d'avoir changé des dates par rapport à des choses qu'on voit dans le film, c'est pas légitime, c'est pas juste. Sauf que je suis pas un ultra fan de Queen, j'aime bien leur musique, je connais des hymnes, il y a des chansons que j'aime vraiment beaucoup, Show Must Go On, c'est l'une de celles qui me parle le plus. Enfin, voilà, je connais un best-of de Queen, mais je suis pas un fan absolu, j'ai pas vu de livre, j'ai pas vu de documentaire. Je sais que Freddie Mercury était un homme de grand talent, pour pas dire un génie. Je sais qu'ils ont fait une musique quand même relativement incroyable, des morceaux incroyables, je dirais pas des albums. Je sais qu'il était quand même plutôt affilié à la culture gay. Je sais qu'il est mort du sida. Voilà les choses que je sais de lui. Et moi, il me semble que ce film, alors peut-être que c'était pas vrai, ce qui m'a été proposé, mais me parlait des choses que je ne connaissais pas. Et c'est ce qui m'a semblé intéressant dans ce film. Mais je le répète, je suis pas un fan de Queen. Donc, et d'ailleurs, on voit ce truc avec les gens qui ont aimé, qui n'ont pas du tout la culture, qui ont un best-of dans leur discothèque. Ils peuvent pas savoir que le film a été plus ou moins téléguidé par le guitariste et du coup qu'ils ont enlevé peut-être des choses qui dérangeaient dans le film, notamment le rapport à l'homosexualité de Freddie Mercury. Moi, j'interprète autrement. Euh, j'ai l'impression qu'on a voulu nous montrer, c'est peut-être faux, qu'il avait une certaine pudeur par rapport à ça, une certaine gêne, et il faut pas croire que tous les homosexuels se revendiquent. Ou là, hop, voilà, je suis homo, c'est cool, c'est génial. Il faut un temps d'acceptation, et on voit quand même sur la fin de sa vie, même si c'est un petit peu édulcoré, on voit qu'il y a des fêtes, on voit qu'il y a des rails de coke qui traînent, on voit qu'il était avec des hommes, on voit que le début de son homosexualité est suggéré, mais on voit bien quelqu'un qui rentre dans les backrooms
et je dis pas toilette, je dis backroom, pour que ce soit sale. Il regarde, il le suit du regard, donc on comprend qu'il va le suivre réellement. Donc il me semble que ça semble relativement clair par rapport à ça. On n'était pas obligé de montrer une scène de cul avec Freddie Mercury, ou pour être plus clair, une scène de sodomie. On n'avait pas besoin de le voir pour comprendre qu'il était homosexuel, qu'il a été dans un premier temps certainement bisexuel, puisqu'il a été marié, en tout cas si je me fie au film, et que par la suite il a découvert plutôt son attirance pour les hommes, ou qu'il s'était caché durant son enfance de son attirance pour les hommes. Et ce que j'ai aimé, donc, c'est le reste. Et c'est pas, comme j'entends dire certains critiques négatifs, qui disaient la musique, on met du Queen, ça y est, les gens sont heureux, ou on concert à la fin. C'était plaisant de réentendre Queen, mais c'est pas ça qui m'a plu le plus. C'est de découvrir son enfance, de découvrir, je crois, qu'il était arménien, si je me trompe pas, et que dans sa famille, c'était compliqué. Avec sa mère, il avait plutôt une bonne entente, mais son père, c'est peut-être pourquoi il a voulu faire carrière et devenir brillant comme un papillon dans la lumière, son père n'a jamais su vraiment lui dire qu'il l'aimait. Ça a été compliqué entre eux. C'était plutôt un homme carriériste, un homme militaire, je crois. En tout cas, il me fait penser à un militaire très strict, très dur. Ça, c'était intéressant de découvrir que, par exemple, il ne s'appelait pas Freddie Mercury, c'était un prénom qui s'était inventé. Et après tout, moi qui ne connaissais rien, je pensais qu'il s'appelait Freddie Mercury. Et pourquoi pas, après tout? Je ne savais pas qu'il avait un prénom arménien. Je ne savais pas qu'il se cachait dans sa famille de ce nom et que son père sans cesse le rappelait de son ancien prénom. Et ce qui est normal, il l'a connu avec son nom pour le rabaisser dans la caste. Ça fait très le côté indien. Je te rabaisse dans ta caste, je te rappelle que tu n'es pas une star, que tu n'es pas Freddie Mercury, tu es l'enfant que j'ai mis au monde, enfin au monde. Plutôt ma femme, en tout cas on était ensemble, et tu n'es que ce petit garçon-là, tu es que celui que j'ai connu, et je te promets pas un brillant avenir, je pense que tu feras rien de ta vie, que tu n'es pas quelqu'un qui a du talent comme tu l'imagines. Donc j'ai bien aimé tout ça, j'ai bien aimé la création des morceaux, même si a priori c'est un petit peu idyllique, mais un morceau comme Bohemian Rhapsody, j'ai bien aimé l'idée, que c'est peut-être pas vrai, qu'il a composé la mélodie au piano, la tête à l'envers. Ça donne un côté un peu génie, et évidemment c'est clair que ça met le prisme dessus, on se dit putain le mec il est à l'envers, on l'a même pas vu jouer le piano vraiment, quelque part, il est en train de jouer du piano, il est avec sa compagne, et puis il est en train de jouer le début de la mélodie que nous on reconnaît. Lui, il la connaît pas encore, mais il est en train de la créer. Bah, j'ai envie de croire à cette belle histoire. C'est peut-être pas vrai, effectivement, mais j'ai envie d'y croire. Et en tant que film qui m'est proposé, c'était plutôt agréable. Je pense que la composition après du morceau en tant que tel a forcément été baroque et complètement déjantée, parce que le morceau, il est complètement déjanté. J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec un ami qui fait du rock metal. Néanmoins, on reconnaît la qualité de ce morceau qui est incroyable. Il a dit qu'il voulait faire une espèce de soap opéra rock, et c'est ce qu'il a fait. Et forcément, c'était barré parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le même matériel. Maintenant, ce serait plus simple à mettre en place, mais à l'époque, oui, ils ont dû faire les backing vocaux eux-mêmes. Oui, ça a dû se passer plus ou moins comme ça. Oui, ils ont dû prendre des sons un petit peu une cloche à vache par-ci, un truc par-là. Effectivement, on sent que ce morceau il est complètement fou et déjanté. Après, est-ce que ça s'est passé vraiment comme ça? J'en suis pas sûr. Et c'est dommage. Sans doute qu'il y a eu l'empreinte du guitariste. Et Ivo Panda disait, puisque c'est l'un des best-of que j'ai vu hier soir, sur les top 10 films 2018, qu'il aurait préféré que le guitariste meure quelque part pour laisser place à l'autre scénariste qui aurait certainement respecté peut-être plus l'œuvre. C'est vrai. Malheureusement, c'est comme ça. Et je pense que dans tous les biopics, c'est ça le problème d'un biopic, c'est que on n'est pas avec les artistes, on n'est pas présent avec eux. Je parlerai prochainement, parce que du coup, je suis en train de tout refaire du film Dalida, j'avais bien aimé. Pourtant, Dalida, il y a un ou deux morceaux qui m'ont touché, faut être clair. C'est pas vraiment ma tasse de thé a priori. Mais l'histoire m'a semblé intéressante. Mais peut-être que l'histoire n'est pas vraie. Peut-être que c'était pas vraiment ça. Peut-être qu'Edith Piaf, alors là c'est faux. Pareil, autre biopic, La môme d'Edith Piaf. Il y a des éléments qui sont là pour faire du glamour, pour ajouter au truc. On ne pourra pas prouver. Il y a des choses qui sont passées dans l'intimité de deux personnes. On ne pourra pas le savoir. Peut-être qu'effectivement, Freddie Mercury a composé cette mélodie au piano, la tête à l'envers, et que c'est sa compagne de l'époque qui l'a écrit dans un livre. Donc du coup, c'est pas inventé. Si c'est inventé, c'est triste, en quelque sorte, mais moi, j'étais le voir comme une œuvre de cinéma, et en tant qu'œuvre de cinéma, et pas en tant que fan de Queen, donc, et je peux comprendre que ça ait dérangé les fans de Queen, c'est un bon film. C'est un film qui montre le côté plus... Alors, je vais pas dire humain ni plus sensible, parce qu'il me semble que Freddie Mercury était quelqu'un de très humain,
et très sensible, de plus fragile de Freddie Mercury. Et je pense que tout le côté racoleur que certains auraient voulu voir parce qu'il y avait ça dans sa vie, c'est suggéré. Il n'y avait pas besoin de le montrer. Pour moi, je suis assez intelligent pour comprendre que s'il y a des rails de coke, une bouteille de whisky qui est par terre, une bouteille de champagne, c'est qu'a priori la veille il a fait la fête. Je vois à son regard qu'il est un peu déchenillé. Je vois que ce jour-là il porte les lunettes de soleil, ça veut dire qu'il se l'est mis à l'envers la veille, il était défoncé. Je répète les scènes où on voit. D'ailleurs, c'est suggéré sans être suggéré. On voit pas les scènes dans la chambre de l'intimité quand il est avec des hommes, mais on voit un moment que il y a quelqu'un qui vient le voir, un ami de longue date qui vient le revoir. Il est tout seul avec cette bande et ceux qui rentrent, c'est des espèces de gays très surjoués, le côté un peu folle. Voilà, on les voit qui partent comme ça, c'est ses amis du moment. Donc on pense bien qu'avec ses amis du moment, il fait pas que de parler de Scrabble. J'ai pas besoin de le voir pour le comprendre. Enfin, ça me semble à peu près évident. À partir du moment où il a avoué son homosexualité, ou qu'il l'a montré de plus en plus, que voilà, c'est pourquoi en faire plus, davantage. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre que ça soit retrouvé dans les flops. Parce que pour ceux qui sont des fans hardcore du groupe Queen, ou de Freddie Mercury, enfin de l'ensemble, hein, parce que c'est pas. Freddie Mercury n'a pas fait carrière tout seul, je peux comprendre que ça dérange. Je peux comprendre. En tout cas, les gens qui étaient avec moi, on était 3 ou 4, on a aimé ce film, on a palpé des émotions, voilà, ce jeune garçon, la musique, enfin tout ça, pas que la musique, mais l'ensemble du truc, ces choses qu'on ne connaissait pas. Il y avait même quelqu'un qui est venu, qui est pas du tout dans le genre de film, qui est plutôt sur les Marvel, les super-héros, qui est sorti de la salle et qui a dit j'ai trouvé le film très bon, et étonnamment, j'ai bien aimé, quoi. Mais on n'est pas des fans hardcore, on connaissait Queen. Je pensais que la personne qui était avec moi connaissait un petit peu plus la carrière et qu'elle aurait pu me dire mais ça, par contre c'est faux, ça, ok. Il paraît que même le live Heads, il y a des trucs qui seraient pas justes par rapport à la datation, la chronologie. Après, est-ce que c'était indispensable de mettre cette scène à la fin de 15 minutes, qui doit durer 15 minutes le concert? Je pense que c'est pour un moment de gloire, quoi. C'est pour dire voilà, on a su restituer cette scène à peu près, puisque certains sont plaints que c'était pas génial en public. J'ai pas été voir jusque dans le public à quoi il ressemblait, mais si on compare le jeu d'acteur de ce que faisait Freddie Mercury sur la scène, c'est quand même assez proche. Mais effectivement, c'est pour dire regardez, on a su restituer ça. On va en parler peut-être qu'on aura un Oscar grâce à ça, effectivement, ou ça va être célébré comme la meilleure chorégraphie de l'année, c'est possible. Mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Des fois, quand on va voir un film, on doit juste juger le film. C'est un petit peu comme un film qui est tiré à la romance, c'est d'ailleurs un peu la même thématique. Il faut parfois se dire, là, je regarde le film, et c'est différent du roman. Ceux qui ont lu le roman vont me dire, c'est pas comme ça dans le roman. Oui. N'empêche que le film peut être très bon. Des fois, le film est bon. Il arrive à être bon malgré le fait qu'il soit pas fidèle au roman. Et c'est plutôt normal. Si on prend les romans de Stephen King, il y a certains, c'est des pavés. C'est la Bible. C'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est un truc qui fait 1000 pages. Il a fait vraiment des gros bouquins. Donc on ne peut pas mettre un livre de Stephen King dans un film qui dure 1h30, voire 2 heures. C'est pas possible. On est obligé de faire un condensé et du coup d'enlever des éléments qui semblent importants aux fans hardcore du livre, sans pour autant essayer de dénaturer ou de garder cet esprit qui pouvait faire peur, cet esprit qui globalisant, qui faisait qu'on aimait quand même l'avant. Donc voilà ce que je pense de Bohemian Rhapsody. Je pense qu'effectivement, il ne faudrait pas que je regarde de documentaire qui parlerait véritablement de ce qui s'est passé, parce que je pourrais en vouloir au réalisateur du film. Mais en tant que tel, en tant qu'œuvre de cinéma, ça passe bien. Et puis après, comme je disais, il n'y a pas eu un nombre incroyable de films géniaux cette année. Donc du coup, je trouve qu'il en fait partie. Il en fait partie dans la catégorie film musical. Voilà, on va dire que c'était un film musical. Et pour ça, il a plutôt bien fait son taf. Voilà. C'était donc Bohemian Rhapsody. L'autre film est dans mon top 10 film 2018 et Jusqu'à la garde. Et pour le coup, là, il n'y a pas eu d'hésitation. J'ai pensé directement à ce film parce que je l'ai aimé, parce que je l'ai vu au cinéma, parce que c'est un choc visuel, c'est un choc globalement. On est sorti du cinéma, on ne s'est pas parlé, il n'y avait pas un bruit, personne n'avait rien dit. Vous savez, d'habitude, on parle un petit peu du film. Là, tout le monde s'est tu. Parce que, bon, désolé, ça spoil un peu, quelque part, on parle pas de la fin d'un film, mais la fin est tellement brutale,
elle n'est pas surprenante en fait, mais malgré tout, que quand on sort, on est un peu ébranlé par ce film. De quoi ça parle? Finalement, c'est une histoire assez simple, hein. Quand on met de côté la psychologie des personnages et la profondeur du scénario, c'est l'histoire d'un père violent, sauf que ça, on le sait pas au début du film. Alors là, je vous spoil tout, hein. Désolé, mais si vous vouliez le voir, tant pis pour vous. Il fallait le voir avant. On est au tout début du film avec un avocat, une avocate, on est avec le père, on est avec la mère. L'avocate est en train de lire une lettre qu'a écrit le fils, où il parle de quelqu'un qu'il nomme l'autre, et dit l'autre, on a peur qu'il vienne, grand-père va encore se sentir mal, quand l'autre vient, à chaque fois il se montre agressif, on a peur de l'autre, il faut faire quelque chose pour nous aider, enfin, quelque chose de cet ordre-là, et je veux pas être avec l'autre, je veux absolument pas rester en garde avec l'autre. L'autre, en l'occurrence, c'est le père. Donc l'avocate va demander, est-ce que vous comprenez pourquoi votre fils parle comme ça de vous? Et il va répondre que non, que c'est un père qui a toujours été aimant, qu'il a toujours été présent pour ses enfants, qu'il ne comprend pas pourquoi son fils peut dire des choses comme ça sur lui. Il n'arrive pas à comprendre, c'est un bon père. La mère qui est à côté présente ne répond pas. On ne sait pas. On a un moment d'hésitation, on se dit est-ce que c'est une machination? Et puis ça arrive hein, que des pères soient accusés à tort, à raison pour l'enfant, parce qu'il veut dénoncer des choses, mais à tort, que ce soit un bon père, et puis qu'en fait on ne sait pas à ce moment-là du film. Et donc le film est très classique en fait, puisque c'est bien ça. La mère est terrorisée, elle n'ose pas parler. L'enfant décrit sa peur dans une lettre, mais il n'est pas présent. Mais il voulait dire quand même qu'il a très très peur d'être avec son père en garde, puisque c'est ce qui doit se produire. Et le père, eh bien, défend comme il peut ses arguments en disant moi j'ai rien à vous reprocher, je suis quelqu'un de bon. Or effectivement, il va s'avérer que c'est un père violent, pas nécessairement violent parce qu'il va, je crois pas qu'il va taper il va pas taper son enfant, mais il a une forme de violence incroyable, cet acteur, Denis Ménochet, je crois, qui est, je sais pas si c'est comme ça de base, mais il est très très impressionnant, très très costaud. Il fait peur. Quand il tape dans un mur, on a peur. Quand on a beau être un homme, hein. Je veux dire, t'as l'impression qu'il faut 10 personnes pour le mettre par terre, ce mec. Il semble incroyablement grand, peut-être qu'il a été filmé de façon à sembler très très imposant, mais il fait peur, sa voix fait peur, tout fait peur. Il est capable comme ça de passer il a une espèce de colère froide, il est capable d'être calme et d'un seul coup de s'emporter. Et donc ce film est assez terrifiant. C'est un espèce de thriller, drame psychologique. Et en plus, c'est pas c'est pas une réalité, mais voilà, on n'est pas si loin. La fiction, c'est quelque chose qui est censé nous raconter un truc qui est pas probable. Or ça, c'est le quotidien de beaucoup d'enfants, c'est le quotidien de beaucoup de femmes. Et donc c'est un film clairement à déconseiller aux personnes qui auraient pu vivre ce genre de choses. Parce que, évidemment, si on prend de ce point de vue-là, ce film n'a rien d'étonnant, il est même totalement linéaire. Les gens dans les tribunaux diraient bah oui, ça arrive tous les jours, sauf que là c'est mis en image, sauf que c'est monté comme un thriller, quelque part, que la tension monte crescendo, que c'est super bien foutu, qu'on a peur, qu'on frissonne, qu'on tremble, qu'on comprend. On comprend l'ogre, en fait, quand il parle de l'autre. Il y a un moment, il y a une fête, et l'ogre arrive. On voit son ombre. Il n'est pas là, mais on sent qu'il va arriver. On était en train de faire la fête, et là, soudainement, on a envie de pleurer. Et soudainement, la jeune fille de 16 ans, la grande sœur, qui elle n'est pas obligée d'aller chez l'autre, change. Elle se transforme. L'autre, il arrive. Et du coup, c'est très fort d'arriver dans un film français comme ça, de personnifier la peur. Parce que ce personnage fait peur, parce que ce film impressionne, et parce que ça reste du très grand cinéma. Et pour le coup, on le retrouve quand même dans certains critiques qui en ont parlé, il fait partie du top 10 de beaucoup. Parce que c'est un film important, et c'est un film glacial. Et au cinéma encore pire. Je vous le disais, à la fin, incapable de parler, faut un petit temps, faut respirer. La scène finale, enfin voilà, c'est glaçant. Glaçant de réalisme. Donc le film, c'est Jusqu'à la garde. Le prochain film est dans le top 10 film 2018, Eteli. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Marlo, une jeune femme qui est jouée par Charlize Theron, donc une très bonne actrice, qui a une petite quarantaine, qui vient d'avoir son troisième enfant, et c'est compliqué évidemment de gérer deux enfants plus un enfant en bas âge. Elle a des problèmes avec son corps,
Elle ne se reconnaît plus vraiment dans le miroir, ou en tout cas, elle n'aime plus s'y voir. Elle est fatiguée, elle est épuisée, elle n'en peut plus. Il y a les repas, il y a la lessive, il y a les couches à changer, tout ce qu'on peut imaginer déjà avec 2 enfants. Et puis il y a un troisième. J'imagine simplement avec un enfant en bas âge. Lorsqu'on a 3 enfants comme ça devient très très compliqué. Et donc, alors qu'elle cherche des solutions, mais qu'il n'y en a pas vraiment, son mari l'aide comme il peut. Voilà, il va essayer de faire ce qu'il peut, mais lui aussi il travaille. J'imagine qu'à côté de ça, il travaille. Peut-être qu'elle a arrêté, je ne sais plus vraiment, mais lui il travaille. Enfin bref, il ne trouve pas de solution vraiment pour faire en sorte que ça aille un petit peu mieux. Et voyant son épuisement, eh bien son frère lui propose, comme un cadeau, d'adopter une nounou de nuit. C'est une nounou qui viendrait la nuit. Donc c'est un principe assez connu en Amérique, c'est un peu la mode, c'est un petit peu la hype du moment. Ils disent que dans les quartiers comme ça, les beaux quartiers, eh bien c'est ce qu'ils font et que les gens trouvent beaucoup d'avantages à le faire. Évidemment, Marlowe, qui est quand même une bonne mère, se dit je peux pas faire ça, je peux pas abandonner mon fils ou ma fille, je ne sais plus si c'est une fille ou un petit garçon. Et donc elle refuse, et puis elle va aller plus loin, elle va aller vers presque un burn-out, hein. Et il y a un moment où elle sera totalement épuisée, totalement vidée, et donc elle va dire à son frère, donne-moi le numéro, je vais appeler, je vais téléphoner, il faut que je fasse quelque chose, donne-moi ce numéro, je n'en peux plus, je vais m'écrouler. Si ça finit comme ça, je vais me foutre en l'air, quoi, je tiens plus. Et donc elle obtient un numéro, et c'est ainsi qu'elle va rencontrer la jeune femme qui s'appelle Tully, d'où le nom du film. Et Tully, donc, est une jeune femme jeune, dynamique, et à la fois pédagogue. Et donc elle va expliquer à Marlowe que son enfant restera toujours le sien, mais qu'elle va supplanter, et c'est la nuit, elle s'occupera de son enfant comme c'était prévu, qu'elle n'a à s'inquiéter de rien. Alors les premières nuits, elle est un peu stressée. Elle dit non, mais ça va aller bien, vous allez dormir, vous allez reposez-vous. Moi, je m'occupe de tout, je prends le bébé. Marlowe voit qu'elle s'occupe bien de l'enfant, qu'elle a, de toute façon, elle est diplômée, hein, elle voit qu'elle a les diplômes en sortent d'eux, et puis du coup, elle lui fait confiance, elle lui laisse son enfant. Et les choses se passent de mieux en mieux parce que, effectivement, Marlowe se repose, elle peut retrouver une vie intime avec son mari, tout va mieux, tout se rééquilibre, et en plus de ça, eh bien, elle qui était un peu isolée ou qui voyait que des mamans ou que des femmes mariées avec beaucoup d'enfants, elle va aussi se découvrir une amitié pour cette jeune fille, et donc, elle va lui dire, parfois, tu devrais quand même un petit peu, ils vont commencer à se tutoyer, comme je disais, un lien d'amitié qui s'est tissé, elle va lui dire, tu devrais un petit peu lâcher la bride, tu dois de temps en temps te faire une petite soirée entre copines, ou une soirée, voilà, comme ça. Elle va lui proposer des sorties, ils vont aller dans un pub, ils vont boire un coup, ils vont essayer de s'aérer la tête. Et donc, en plus d'être la nounou parfaite, eh bien, ça va devenir aussi potentiellement une amie et également une confidente. Et donc, c'est très intéressant, Tully, même si évidemment ça réserve quelques surprises, il y a des choses que je ne dirais pas. C'est un film qui est beaucoup plus ambitieux qu'il n'y paraît. C'est Charlize Theron, voilà. Elle a généralement des très bons rôles. Même là où elle est censée être laide, où elle n'aime pas se voir dans le miroir, elle arrive encore à être sexy, même en étant fatiguée et en ayant 3 enfants. Donc j'ai bien aimé ce film. Je le conseille. Il fait partie du top 10 films de 2018. Je crois que j'en ai assez dit. Je peux pas trop en dire non plus. Mais croyez bien qu'il réserve quelques surprises quand même. C'est pas un film linéaire, c'est pas un film basique. Il est bien écrit, voilà, c'est subtilement écrit. Le film c'est Tully, et puis la bande-annonce sera en dessous si jamais vous voulez vous en rendre compte par vous-même. Prochain film à être dans le top 10 film 2018, Le Jeu. Une comédie française, déjà quand on met les deux ensemble c'est bien, et quand en plus ça arrive dans un top 10, c'est mieux. De quoi parle ce film? C'est une bande de vieux potes, c'est une bande d'amis d'enfance. Tous sont en couple sauf un. Quoique ce soir-là, il doit venir en couple, finalement, il arrivera tout seul. Donc ils se connaissent depuis très longtemps. Vieux couple, ça veut dire vieux secret, ça veut dire aussi l'amour qui s'émousse un petit peu, on le renouvelle au jour le jour, mais c'est quand même pas toujours simple. On sent d'ailleurs des tensions dans l'un des couples, hein. Dès le début, on comprend qu'il y a des tensions. Et puis, innocemment comme ça, suite à un article dans Marie-Claire, par exemple, il y a l'une des femmes qui dit « J'ai entendu dire que les gens qui avaient un code sur leur téléphone portable étaient ceux qui avaient le plus à se reprocher, et que très souvent, c'était des gens qui étaient infidèles. » Je pense qu'à ce moment-là, elle va envoyer un pic à son mari,
qui met un code à son téléphone portable et tous vont donner leur point de vue, c'est n'importe quoi, enfin bref. Dire, parce que vous seriez capable, vous, de mettre votre téléphone, d'enlever le code. Oh, bah oui, il n'y a pas de problème. Ça vous dérangerait pas d'enlever votre code Bon, non, certains vont dire d'ailleurs, moi, j'ai pas de code. Donc pour eux, c'est clair. Ils disent, oh, bah moi, j'avais de code. Il y en a un qui a eu un code. Et finalement, comme un jeu, ils vont dire, ok, parce qu'il y a un peu d'alcool, l'alcool aidant. Ils vont dire, vous seriez capable de mettre votre téléphone portable là au milieu de la table, on enlève les codes, et on répond comme ça, de but en blanc au message, sans filtrer, sans. Alors certains vont réfléchir, vont dire écoutez, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. La dernière fois qu'on a fait un Jeopardy, on a essayé à se foutre sur la gueule quand même. Donc peut-être qu'on devrait faire autrement. Et puis d'autres se disent oh, après tout, ça peut être rigolo. D'autres trouvent l'idée vraiment géniale. Pourquoi pas, on va s'éclater vraiment. Finalement, après quelques conversations, ils vont accepter, ils vont dire bon, d'accord, on le fait. Et donc ils posent tous leur téléphone portable au milieu de la table. Et la règle du jeu qu'ils viennent d'inventer, c'est qu'ils vont devoir répondre sans filtre au téléphone. C'est-à-dire que les règles vont être adaptées au fur et à mesure du jeu. À un moment, quelqu'un va téléphoner, l'appel va être répondu, quoi, quelqu'un va répondre, et il va le mettre en. Il n'est pas en main libre, et les autres vont dire bah non, non, vas-y, arrête de tricher, il faut qu'on écoute, parce que là c'est facile. Non, non, on veut que tu mettes en main libre, on veut entendre tout, on veut que vous répondiez aux SMS, on veut que vous répondiez aux mails, on veut voir tout, quoi, ça nous intéresse. On n'a rien à cacher, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc comme on n'a rien à cacher, on va tout montrer, on n'a rien à perdre non plus. Ce qui, ma foi, est une idée bien saugrenue et bien stupide. Parce que lorsqu'on en parle avec des amis, et donc j'ai conseillé ce film à pas mal de mes amis, ils ont aimé le film, mais tout le monde, quand on parle un peu, dit tu comprends un peu le dilemme que ça peut poser. On est avec des vieux couples, on est avec des gens qui potentiellement ont des secrets, qui potentiellement ont des contacts que l'autre ne connaît pas, les amis Facebook, parce que ça concerne tout, hein, les réseaux sociaux, les mails, les téléphones, enfin un petit peu tout. Forcément, ça ne peut qu'amener de la confusion, forcément, ça ne peut amener que des tensions, c'est inévitable. Et donc, on va passer de la comédie, ça restera toujours drôle, mais c'est de la comédie cynique, c'est de la comédie grinçante. C'est plutôt bien amené, il y a des retours très intéressants. J'évite de spoiler des éléments du film, des trucs auxquels on ne s'attendait pas. C'est bien amené, ça va à 100 à l'heure, les acteurs sont tous excellents. Euh, on s'amuse, j'ai ri pas mal, mais il est vrai qu'on rit plutôt aux dépens d'eux. C'est-à-dire qu'on se moque un peu d'eux, on se moque de la situation. Euh, c'est un film agréable. C'est certainement pas un film de Noël à regarder avec les enfants, parce que du coup, bah, le langage explicite inside, hein, il y aura des scènes un petit peu. On peut voir des selfies et autres, vous savez, les sextos, cette petite mode des ados, mais pas que des ados, de potentiellement prendre des parties de nudité en photo et puis les envoyer comme ça. Enfin voilà, c'est pas forcément un film réservé aux enfants, même le langage, même les crises de tension qu'il va y avoir, ça va se cristalliser des choses, il y a des choses qui vont être dites. C'est bien foutu, il y a de l'hypocrisie, inévitablement. J'essaie d'imaginer ce type de repas avec mes amis. J'aimerais beaucoup, je l'avoue, lire les secrets les plus intimes de certaines personnes que j'imagine qu'ils n'en ont pas. Il y a des gens comme ça, je me dis, je pense à quelqu'un en particulier, je me dis, c'est pas possible. Je peux pas croire qu'elle a un contact masculin un peu secret, je la vois vraiment pas comme ça. Et je crois que c'est le type de jeu qu'il faut absolument pas faire. Honnêtement, on a tous des petits secrets, c'est simple, hein. Même c'est pas des secrets très graves, hein. Il y a un exemple que je peux donner dans le film où ils font tous une équipe de foot, ils font tous du foot ensemble. Et en fait, en messagerie privée ou par SMS, ils se parlent, ils se sont donné rendez-vous pour faire un match le dimanche, et il y en a qu'un qui n'a pas été invité. Et il le comprend par rapport au message qui arrive, et donc il a la vérité, quoi. Ils avaient prévu de faire un match, mais lui, il n'était pas invité. Lui, il était mis de côté. C'est tout à fait le genre de truc qu'on peut faire en messagerie privée, sans que ce soit méchant, en disant ah, l'autre il commence à me saouler, et quand vous parlez cordialement. C'est pas méchant, mais en même temps d'entendre dire que vous le saoulez, il est inévitable qu'on pense de moi, qu'avec mon caractère, que je suis sanguin, que je suis pénible, que je peux être vachement caractériel, que je suis sûr de moi, j'ai pas forcément envie de l'entendre. Il y a des choses qu'on peut pas dire même à ses meilleurs amis, et qu'on peut dire à d'autres amis, en disant oh, il fait chier par rapport à ça, il a tel problème avec tel. Ouais, c'est vrai qu'il est comme ça m'est déjà arrivé, et puis en même temps on se dit putain, on est quand même un peu comme
des grands-mères qui radotent, quoi. Là, on est en train de parler sur lui, c'est vraiment pas cool. Mais tout le monde fait ça, en fait. C'est de bonne guerre. Tant que c'est pas profondément méchant, sauf que là, c'est exposé aux yeux de tous. Et donc, les messages privés sur Facebook et autres sont exposés devant tout le monde. Et rien que par rapport à ça, ça poserait beaucoup de problèmes. Pour ma part, j'aurais adoré participer à ce jeu parce que j'ai pas de portable. Mon portable me sert quand je pars quelque part pour si jamais j'ai un accident, en gros si je meurs. Si je meurs ou si je tombe en panne, il faut que j'ai un portable pour prévenir, mais j'ai pas de portable. J'aime pas le portable, j'en ai pas le besoin, j'en ai pas la nécessité, c'est pas un truc qui me parle. Donc du coup, j'aurais dit ouais, on va le faire ce jeu, j'adore ce jeu. Ouais, mais t'as rien à donner. Bah c'est pas grave. Je vais participer. Je vais participer quand même à ce jeu, je vais être avec vous parce que quand même ça m'intéresse. Du coup, j'aurais été forcément gagnant. Trêve de plaisanterie, non, franchement, le jeu c'est une bonne comédie, c'est drôle, c'est bien foutu, c'est bien écrit. Ça me rappelle un peu le film Le Prénom, parce que c'est très dialogué en fait, hein. C'est très dialoguiste, ce qui veut absolument rien dire. Mais ça aurait pu être une pièce de théâtre vraiment. Et Le Prénom, je crois que d'ailleurs c'est une pièce de théâtre, hein. C'est-à-dire que là, en gros, c'est un huis clos à plusieurs, mais qui se passe dans un logement. Et on voit très très peu l'extérieur. On le voit pour l'éclipse de lune un tout petit peu. On voit quand il rentre dans la maison et on voit quand il ressort de la maison. Mais tout ça aurait pu être fait de façon théâtrale avec un faux décor. Donc c'est très écrit. Tout est dans les dialogues. Et on n'est plus habitué à ça avec les films français finalement. Avoir des dialogues intelligemment écrits, où ça match, où il y a des punchlines, où ça répond bien, en fait, il y a une vraie intelligence d'écriture. Et c'était franchement une belle réussite. J'essaie de réfléchir. L'année dernière, il y a eu un film qui était comme ça. C'était Jour de fête, je crois, avec Bakri. Bon, voilà, vous savez quel film je parle. Il a été élu dans le top 10. Moi-même, je l'avais mis dans mon top 10, qui a disparu depuis sur ma chaîne. Mais voilà, un film où c'est bien écrit, un film où tu te marres, un film où tu souris, un film où ça envoie, un film qui est juste, qui est dans l'air du temps. Donc, il n'y a rien à dire, c'est bien foutu. Et ça mérite vraiment sa place dans le top 10. Et donc, c'est simplement et sobrement le film qui s'appelle Le Jeu. Donc, premier film que j'ai vraiment aimé, premier film, en tout cas, un des films que j'ai aimé en cette année 2018, La nuit a dévoré le monde, un film français, un film d'auteur, et un film qui, à mon sens, est le renouveau du film de zombie. Alors, renouveau parce que le budget n'est pas le même, renouveau parce qu'on est sur un film d'auteur, mais je trouve ça super intéressant. L'histoire est relativement simple et sommaire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui va chez son ex pour récupérer ses affaires. Il y a une fête, il tombe au mauvais moment a priori. Il y a une fête, voilà, il y a tout le monde qui est en train de faire la fête, ça picole dans tous les coins. On ne sait pas trop s'il n'y a pas moyen qu'ils se remettent un petit peu ensemble. Il dit bah attends-moi là, alors que bon, logiquement avec son ex, c'est plutôt vas-y file-moi mon carton, je repars. Là, elle lui demande de patienter dans une pièce. Il va aller l'attendre dans la pièce pour recevoir ses affaires donc. Il va s'endormir parce qu'il est un petit peu fatigué, il est tard, il s'endort. Et lorsqu'il se réveille, eh bien, dans un premier temps, c'est le silence, ou alors il est réveillé par le bruit, je ne sais plus trop. En tout cas, la maison est infestée de zombies. On va parler de la maison, mais finalement, c'est d'abord la chambre de son ex-compagne. Enfin, la chambre, pas la chambre. Sa chambre est protégée, parce que lui, il était dans une pièce à part. Mais c'est tout le logement de sa compagne qui est contaminé. Il va le voir, par exemple, par une œillère, il va regarder, et il verra qu'il y a des créatures qu'on assimile à des zombies, donc il va comprendre qu'il s'est passé quelque chose, même si on ne sait pas quoi. Et puis progressivement, ce qui est intéressant, c'est que plutôt qu'aller comme dans les films américains, où il va aller à l'extérieur et puis que ce sera l'espèce de fin du monde, c'est certainement une question de budget aussi, tout va se focaliser dans ce grand logement, dans cet ensemble d'immeubles. J'en ai déjà parlé, mais comme moi, c'est une tour HLM, et bien c'est comme si moi, je connais mon logement, je sais comment il est fait, je sais où est la chambre, mais je connais pas les autres logements. Et intelligemment, il va dire plutôt que de sortir, parce que je vois bien que dehors c'est le même bordel, j'ai vu dehors par la fenêtre, et il y a des zombies un peu partout, ce qui semble être des zombies, hein, des gens qui courent comme ça, qui ont l'air de se nourrir de chair, a priori c'est des zombies. Je vais profiter de ce logement parce que, eh bien, il peut me proposer des perspectives intéressantes. Dans l'un, je vais trouver de la nourriture, dans l'autre, je vais trouver peut-être une lampe de poche, dans l'autre, il va y avoir encore une arme peut-être, même un couteau, c'est une arme potentielle. Et comme ça, progressivement, comme c'est un grand immeuble, il se dit qu'il va progresser afin de survivre le plus longtemps, même si en soi, c'est pas une finalité, mais il n'a pas tellement d'autre choix que celui-là.
Et comme il est assez intelligent et débrouillard, il va quand même se mettre des garde-fous, et quand il aura une pièce où il sent, il entend du bruit, il entend que ça hurle, il entend que ça tape, il va mettre une croix dessus, et puis quelques temps après, il pourra revenir voir si ça s'est calmé, ou bien... Et parfois c'est le cas, il n'entend plus de bruit, donc il peut y aller. Il a une nouvelle pièce à visiter, et je trouvais ce film intéressant, il y a plein de choses qui sont pas mal. Euh, pour un petit film comme ça a souligné. Enfin, je pense à un petit film, je pense que ça va être un film entre potes, un film un peu d'étudiant, un film en école d'art. C'est réussi. Les zombies sont pas extraordinaires, pas tous. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de zombies, ils vont pas être tous faits peut-être comme on les verrait dans les films de Romero. Mais les gros plans, avec les quelques zombies qu'il y a qu'on verra vraiment de plus près, ils sont quand même bien foutus. Le film fait relativement peur, même si les films de zombies font pas vraiment peur, parce que ça semble un petit peu trop surréaliste. Alors qu'étonnamment, on est plus prêt à voir des fantômes. C'est vrai qu'on a plus peur des fantômes que des zombies, parce qu'a priori, les zombies, c'est quand même un truc un peu d'un univers vraiment fantastique et on n'en doute pas. Alors que les fantômes, on se demande si c'est pas un petit peu vrai. Donc ça fait pas vraiment peur, mais il est bien foutu. L'acteur, excellent. Il tient vraiment le rôle sur ses épaules. Puisqu'en gros, c'est lui et les zombies, hein. Ouais, il y a les zombies, il y a lui, il y aura quelques rôles secondaires, mais franchement, c'est lui qui tient le film sur ses épaules. Et j'avais eu dans les commentaires quelqu'un qui disait quel mauvais acteur. Bah, pour tenir un film pendant 1h30 comme ça, il faut quand même, à mon sens, être plutôt bon. Donc moi, j'ai bien aimé ce film. La nuit a dévoré le monde. Et je vous le conseille. C'est euh, c'est le renouveau du film de zombies à la française, sachant qu'il n'y a pas dû en avoir beaucoup quand même. Ou peut-être, ouais, par le passé, je sais pas, des films zombies français. Si, oui, il y en a eu, mais j'avais pas aimé. Là, j'ai aimé. Donc je vous le conseille, c'est La nuit a dévoré le monde. Ça fait partie de mon top 10 des films 2018 que j'ai bien aimé. Le prochain film est dans le top 10 films 2018 et Le retour du héros. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle du capitaine de ville, qui est un militaire. Or, il faut savoir, c'est un film de KPDP. Donc, c'est un capitaine qui est quelqu'un qui est peu fiable, qui est peu sûr, qui est lâche, qui est fourbe, qui n'a pas une très bonne mentalité, qui part à la guerre. On le voit arriver au tout début sur son beau cheval blanc, joué par Jean Dujardin. Et puis, il doit partir à la guerre. Il est fiancé avec une jeune femme, qui n'a pas l'air. Je pense qu'elle est un peu plus éplorée qu'on ne pourrait l'imaginer. En tout cas, elle va l'être. Il part à la guerre. Évidemment, il lui promet que tous les jours il va lui écrire parce que voilà, parce que c'est la femme de sa vie. Elle y croit beaucoup. Elle est très amoureuse. Et puis en fait, elle n'aura jamais de nouvelles du capitaine de ville, ou en tout cas a priori, elle n'aura pas de nouvelles du capitaine de ville. Parce que voyant ça, sa grande sœur, qui est une nana plus intelligente, moins naïve, plus mature, va se dire je peux pas la laisser comme ça. Elle est en train de sombrer dans une grande dépression. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être mal, mais je vais écrire des lettres au nom du capitaine de ville en disant que tout va bien, que la guerre est difficile, qu'il est présent, mais enfin que voilà, il pense à elle tous les jours et qu'il est présent. Que... Et régulièrement, elle va recevoir des lettres, elle va être émue, elle va être touchée, jusqu'au moment où cette jeune femme va se dire j'ai peut-être été trop loin, je vois que ma soeur ça l'a détruit, et puis en même temps ça avance pas, et puis on sait très bien que le capitaine de ville ne reviendra jamais. Donc elle va décider de le tuer. Elle va le tuer par courrier, elle va dire voilà, aujourd'hui je suis encerclé, il y a des ennemis partout, et je pense que mon dernier jour est arrivé de façon très lyrique. Euh, donc la jeune femme le croit, elle pense que ou en tout cas, il n'est pas dit qu'il est mort, mais il pense qu'il va mourir, donc elle pense qu'il va mourir réellement. Elle est éplorée pour le coup là, vraiment. Et en fait, la guerre se termine et le capitaine de ville va revenir. Et lorsqu'il revient, il est hirsute, il est barbu, il sent mauvais. Quand il sort du chariot, tout le monde se plaint. Il dit qu'est-ce que ça sent mauvais. Et lui dit ah, c'est vrai que ça pue, mais en fait c'est lui qui pue, hein, parce qu'il est plus propre. Et la première personne qu'il rencontre, c'est la jeune sœur, donc, qui avait écrit les lettres. Et quand elle le voit, évidemment, elle le vit très mal. Elle va le trouver, elle lui dit c'est pas possible, s'il vous plaît, repartez de là où vous venez. Ma sœur va mieux, elle vous a oublié, on n'a pas besoin de vous, j'ai pas besoin de vous. Ça va mal se passer, s'il vous plaît, repartez. Donc, comme c'est pas quelqu'un de très, très juste ou de très digne, elle va être obligée de le payer. Elle va dire bon, bah, je vous donne de l'argent, mais repartez s'il vous plaît. Il va accepter l'argent, puis il va repartir.
Et en fait, comme c'est quelqu'un qui n'est pas très digne, finalement, il va revenir et il va se réintégrer dans cette famille. Il va aller retrouver son ancienne fiancée. Et comme il était sur un champ de bataille, et comme il était censé être au port de la mort, et comme il est revenu glorieux, c'est le retour du héros. Et donc tout le monde va le glorifier, tout le monde va en parler en bien. Dans le village, tout le monde en parle. Son ex-fiancé, qui est marié depuis et qui a un enfant, je crois, commence à le regarder d'un tout nouvel œil. Et se dit, ah, quand même, le capitaine de ville, c'est quelqu'un, les parents l'adorent, tout le monde l'adore, évidemment. Il n'y a que la grande sœur qui est pas naïve, comme je le disais, qui comprend tout. Elle sait, ils ont un grand secret en fait en commun. Et elle va tout faire, évidemment, pour briser simplement ce personnage. De peur qu'il retourne avec sa sœur, et puis de toute façon, elle le déteste profondément. Ils se vouent une haine tous les deux, et donc elle va tout faire pour casser le capitaine de ville, et pour casser son image de héros. Et je réalise que j'ai fait une petite erreur, je dis que la guerre est finie, la guerre n'est pas finie. Ça aura une importance dans le scénario. Il a déserté. Tout simplement, il voulait plus combattre et il est parti. Et donc, c'est comme ça qu'il est revenu dans son pays, dans sa terre natale. Mais la guerre n'était pas finie. Ça pourrait être qu'un détail, ça aura son importance par la suite. Et donc, c'est pas mal du tout, le retour du héros. C'est bien écrit, c'est drôle, c'est cocasse. Il y a pas mal de gags ça match. J'ai même eu des fous rires. Enfin voilà, c'est vraiment super bien écrit. Jean Dujardin, efficace. J'ai bien aimé aussi le rôle de Mélanie Thierry et de Mélanie Laurent. Je confonds toujours les deux. Celle qui a joué dans Je vais bien, ne t'en fais pas, la petite blonde toute mignonne. Donc voilà. Si vous êtes cinéphile, vous savez de qui je parle. Le seul problème, a priori, que j'avais, c'est que c'était un film de KPDP et que pour moi, je me souviens de D'Artagnan, je me souviens de ces films-là et que j'étais pas enfant. Oui, j'étais fan, mais après, il y a un moment où ça m'a lâché. Mais ça importe peu que ça se passe à cette époque-là. Après, si au contraire, ça peut avoir des choses intéressantes. Il y a des scènes qu'on n'aurait pas pu faire maintenant. Les duels au pistolet, maintenant ça ne veut plus rien dire. À cette époque-là, ça avait une vraie raison. Et d'ailleurs, il y aura un duel comme ça, très intéressant, enfin, voilà, vraiment bien foutu. Non, non, c'est bien réfléchi, c'est bien écrit, c'est une comédie française. Je pense, Jean Dujardin, les acteurs sont français. D'ailleurs, très bon second rôle de la jeune sœur qui a pleuré. Enfin, qui a pleuré et qui après est amoureuse. Très naïf, très candide, donc très bon rôle. Les parents aussi. Enfin, voilà, c'est une bonne farce. C'est bien réussi. C'est cool, c'est fun. C'est décontracté. En même temps, on ressent ce côté film KPDP avec la musique. C'est le genre de film qu'on peut passer un dimanche, un soir de Noël. C'est à peu près familial, en dehors de quelques trucs un peu grivois. Parce que le Capitaine de Ville il aime bien toucher un peu les fesses et autres des femmes. Il aime bien quand il le peut. Après, quand il commence à avoir cette gloriole et qu'on parle beaucoup de lui, et bien du coup, il avait déjà du succès auprès des femmes, il en a encore un peu plus. Donc peut-être que parfois il y aura des langages un peu crus. Mais c'est quand même bon public, c'est cool, c'est plaisant. J'ai bien aimé. Et puis ça me fait toujours plaisir de féliciter un film en plus de Jean Dujardin. Donc ce que je veux dire par là, c'est que souvent les comédies françaises ne sont pas très bonnes. Là, c'est Jean Dujardin. Et d'ailleurs, il avait été interviewé par rapport à ça. Et des gens lui avaient dit, votre film, il propose quelque chose. C'est ambitieux, c'est cool, ça change, ça prend des risques. Il avait répondu qu'effectivement, il trouvait lui aussi que le public, enfin pas le public, mais les gens qui faisaient des films étaient trop timorés, trop timides, et qu'il aimerait plus de scénarios comme ça, où il va aller un peu dans le côté rock'n'roll quelque part. Alors beaucoup moins rock'n'roll que le film rock'n'roll, mais quand même, ça envoie. Pour un film français, c'est courageux. Il y a, je pense, un budget derrière, parce que c'est bien restitué. Les costumes sont bien foutus, enfin voilà. On pourrait se croire à Versailles. Donc, c'est un bon film d'époque, et c'est à la fois un bon film comique. Et je vous le recommande fortement. Et ce film, c'est Le Retour du Héros. Le prochain film est dans le top 10 films 2018 et Capharnaüm. Et là, c'est un vrai beau coup de cœur. C'est le vrai film de l'année. C'est le film que je recommande à tout le monde quand il sortira en DVD. De quoi ça parle? C'est complexe. Ça parle de plein de choses. Ça parle de la vie de nombreux enfants dans des pays en guerre. C'est ce que la réalisatrice nous disait. Elle disait, si le film vous a semblé dur, sachez que le quotidien de ces enfants là-bas est pire.
Et ce qui est très intéressant dans ce film, c'est que les acteurs ne sont pas des acteurs. C'est que le rôle de Zane, donc ce petit garçon des rues, c'est pas un acteur. Il a été casté sur place, et puis il correspondait bien par rapport à son caractère. Et du coup, il a été embauché comme ça, mais de même, il y a une jeune mère de famille, ce n'est pas une actrice. Et certains, peut-être après, auront, parce qu'ils ont vraiment des potentiels d'acteurs, en tout cas le gamin, auront peut-être une chance de faire d'autres films et d'être sauvés de cette vie de misère. Mais la réalisatrice expliquait que comme il y avait beaucoup de rôles quand même, et que c'était tous des personnes qui n'étaient pas acteurs, on imaginait davantage qu'il retournera à la rue et qu'il referait ce qu'il faisait avant, quoi. Et qu'est-ce qu'il faisait avant? Eh bien, il survivait. Ce film, ça parle des enfants, et en l'occurrence, c'est ça. Et moi, je pensais que c'était un film un peu drôle sur le moment quand j'ai vu le truc. Un enfant qui porte plainte contre ses parents parce qu'il leur reproche d'être en vie. Je n'avais pas décelé le côté réel. C'est réellement que dans ces pays-là, eh bien, l'enfant a toutes les raisons de porter plainte contre ses parents, de leur dire pourquoi vous m'avez mis là au monde, vous m'aimez pas, vous me faites travailler de force, on a à peine à manger, vous me respectez pas, vous vous battez devant nous, papa il lève la main sur moi très facilement, toi maman tu n'as pas plus d'égard pour moi, je suis comme un chien à la rue, vous préférez peut-être même un chien à moi, vous vous occupez pas de ma petite sœur, on est en danger, on est dans une précarité terrible. Et du coup Zane, alors que pourtant c'est un tout petit gamin, il va partir avec un sac, avec quelques affaires comme ça dans la rue, livré à lui-même. Et il va faire d'autres rencontres, d'autres gens paumés comme lui. Une jeune femme qui n'a pas ses papiers, qui travaille mais qui est sans papiers. Elle a un enfant en bas âge, un bébé. Je suis en train de réfléchir à ce qu'il a pris sa sœur ou son frère avec. Non. Non, il a une petite sœur, mais il n'a pas pu la prendre. Il voulait l'emmener avec elle, mais il n'a pas pu. Donc il se retrouve en errance dans les rues. Il rencontre cette jeune femme, je ne sais plus trop comment. Et puis, elle voit que c'est quelqu'un de confiance, ou en tout cas, elle pense que c'est quelqu'un de confiance, il est gentil. Elle est dans la problématique qu'elle doit aller travailler et qu'elle a un bébé à garder, mais elle ne peut pas vraiment parler de son bébé, puisqu'elle n'a pas de papier et qu'elle est de façon illégale sur le terrain, quoi, dans le pays là où elle est. Donc, elle va proposer à Zane de garder l'enfant. Et Zane, dans une petite pièce minuscule, avec même pas je crois qu'il n'y a même pas de fenêtre, il n'y a rien qui éclaire, où ils n'ont pas le droit de sortir parce que sinon ils vont se faire repérer, où le bébé ne doit pas pleurer, eh bien elle va garder l'enfant comme ça des journées entières. Et parfois, la mère ne pourra pas rentrer et ils se débrouilleront comme ils pourront. Alors progressivement, il va sortir dans le village pour essayer de... Toujours pour aider, mais quand on a un gamin comme ça, c'est pas simple et parfois on peut faire des choses positives. Et finalement, ça va pas forcément être vraiment positif, enfin, c'est compliqué. Donc c'est un très beau film. C'est un film très dur. On en a comme ça tous les ans un film qui sort du lot, tout en sachant que il y a eu des similitudes entre le scénario et la réalité. C'est-à-dire que la femme, la dame, enfin je sais pas comment dire, la jeune blague dans le film, qui dans le film n'a pas ses papiers, et bien dans réalité du tournage, s'est fait arrêter parce qu'elle n'avait pas ses papiers. Et donc elle s'est retrouvée en garde à vue à 2 jours du tournage. Ça correspondait quoi. Quelques jours après ou quelques jours avant, elle s'est retrouvée en garde à vue. Et la réalisatrice disait que c'était vraiment très compliqué, que le film était très compliqué à faire. Et j'avais vu le retour, alors je crois que ce film a été primé à Cannes, hein. En tout cas il a eu un bon retour. Et on voyait l'interview donc de la réalisatrice et puis des gamins, de Zane, de celui qui incarne Zane, ou peut-être même qu'il s'appelle Zane. Je ne suis pas sûr, je crois qu'il a son vrai nom, pour que ce soit un peu comme les films de Claude Lelouch, souvent ils donnent les prénoms des personnes. Si la personne s'appelle Johnny Hallyday, eh bien il s'appellera Johnny. Eh bien je crois que Zane s'appelle réellement Zane dans le film et dans sa propre vie. Et on le voit comme ça dans une espèce d'interview où il y a plein de monde, où il y a plein de caméras. Et on ne sent pas dans cet enfant de joie, à ce moment-là en tout cas. C'est peu de temps après, j'ai vu d'autres vidéos où il avait l'air un peu plus heureux. Il sourit pas, il a l'air éteint, il a l'air... Et souvent la réalisatrice va prendre le relais en disant c'est compliqué, quoi. C'est un film très particulier. Et puis, comme vous le dites, puisqu'il y a le rôle avec Zane qui est un enfant, qui a 6 ou 7 ans, 8 ans je crois, il y a le bébé. Comment vous avez fait pour tourner comme ça avec des enfants? Bah, ça n'a pas été simple. On a fait comme on a pu.
On a fait des coupes et puis parfois c'était magique, parfois on n'avait rien à faire. Ça s'est fait très naturellement. On a eu la chance que le bébé c'était un bébé acteur quelque part. Il n'y a pas de bébé acteur hein, parce que c'est vraiment un tout petit bébé, mais qui s'est très très bien prêté au rôle, qu'il a fait ce qu'il fallait au moment où il fallait. Donc il y a un film où il y a aussi un peu une part de magie et la réalisatrice l'évoquera. Il y a parfois on a eu l'impression qu'on était soutenu par une bonne étoile parce que ce film il n'y a pas grand chose qui pouvait faire qu'il allait tenir parce qu'il n'a pas été simple à mettre en place. Mais on est très heureux maintenant de vous le proposer. Et moi, vraiment, c'est mon. En film français, c'est Jusqu'à la gare. Et pour les films étrangers, c'est Capharnaüm. C'est vraiment une belle claque. C'est un beau film. L'an dernier, on avait eu sur la même. Non, pas la même thématique, mais un peu le même genre. Lion. Mais Lion est beaucoup plus optimiste. Lion est. Enfin, c'est autre chose. C'est pas du tout la même intensité. C'est pas du tout le même film coup de poing. Je suis en train de penser à ça, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de musique, par exemple, dans ce film. Il y a beaucoup de scènes où il n'y a pas de musique, quoi. La musique, souvent, permet d'accompagner des scènes. Là, je crois qu'il n'y a pas de musique. Ce qui fait que ça donne aussi au film un côté très documentaire. On est perdu entre la fiction et puis la réalité, tout en sachant que, comme la réalisatrice nous le disait, pour ces gamins-là, pour Zayn avant, pour la jeune femme noire avant, leur réalité dépassait de très loin la fiction. On était très loin de la réalité. Donc voilà, c'est un hommage aux enfants des rues, c'est un hommage à tous ceux qui sont encore dans la rue là-bas, c'est un hommage à tous les gens qui sont sans papier et qui veulent travailler, c'est un hommage à tous ces... C'est un nom, alors je sais plus lequel, mais en fait c'est eux-mêmes qui sont appelés comme ça, c'est les non désirables, c'est les enfants non désirés. C'est ceux qui revendiquent le droit d'être morts, ceux qui disent est-ce que tu es heureux d'être en vie? Et lorsque la réalisatrice a interviewé comme ça les enfants dans la rue, tous répondaient non, je suis pas heureux d'être en vie. Je sais pas pourquoi je suis là. Mes parents m'aiment pas. J'ai pas d'argent. On... on a des histoires tragiques. Ma sœur se prostitue pour vivre. Enfin voilà, ça peut vraiment être des cas très très graves, très très profonds, très durs. Ou bien on a marié ma sœur. On aura d'ailleurs un mariage d'amour de sa sœur qui a 12 ans. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que ça fait une dot. Parce que les parents vont se dire ah bah oui mais quand même ça fait un petit pactole. Parents qu'on peut même pas se permettre vraiment de juger parce qu'à un moment ils vont parler au tribunal. Et ils vont expliquer que leur enfance a été la même, que finalement c'est comme ça une espèce de spirale terrifiante, mais que eux aussi souffrent quelque part, qu'ils ne font que reproduire ce qu'ils ont connu, et on peut espérer simplement que Zayn, enfin bon c'est un film, mais on peut espérer que lui changerait les choses, mais c'est comme ça depuis des générations et des générations. Les parents vont répondre on a grandi dans la merde, on est né là, et malheureusement l'éducation qu'on a donnée c'est celle-là. Zayn intelligemment va dire ah oui mais peut-être que vous n'auriez pas dû m'avoir. Mais c'est comme ça. On est dans un pays avec des traditions, et il serait capable de lui dire, mais oui, mais tu es né, donc c'est qu'a priori Dieu voulait que tu sois là, même si après il va être, je pense qu'on peut dire détesté. Enfin, un enfant comme ça ne peut pas se sentir aimé par ses parents, c'est pas possible. D'avoir le dos brisé à porter des bidons, alors que le père pourrait faire, mais qu'il préfère boire et fumer, que la mère, enfin voilà quoi, il pourrait très très bien faire ses tâches, mais c'est aux enfants de tout s'occuper. C'est à Zayn et à sa petite sœur, alors que lui a 8 ans, puis qu'elle a peut-être 12 ans. Donc voilà. Ça parle de la condition de ses enfants, c'est vraiment un très beau film. Et c'était Capharnaüm. Et c'est vraiment mon coup de cœur de l'année 2018. Là, pour le coup, oui, pleinement. Et la bande-annonce sera en dessous. Le prochain film est un film un peu particulier puisque c'est un documentaire et puisqu'il traite d'un sujet qui est un peu particulier. Ce film, c'est Gaspard, Soldat de l'amour. Et moi, j'avais découvert sur Kato TV, ce qui vous permettra à vous de le voir gratuitement puisqu'il est disponible sur YouTube. Les parents ont voulu en faire cadeau à tout le monde. Et ça nous parle de l'histoire de Gaspard, qui est un petit garçon qui est très attendu. Il a déjà des frères et sœurs, je ne sais plus combien il y a de frères et sœurs. En tout cas, voilà, c'est le dernier bébé, c'est le petit frère qu'on attend. Et très vite, on comprend que la mère explique qu'avant même qu'il naisse, elle a eu des ressentis un peu négatifs. Elle a dit à son mari, j'ai l'impression que Gaspard, il ne va pas être comme tous les enfants. J'ai l'impression qu'on va pas avoir la même éducation pour lui que pour les autres. Ce sera un enfant différent.
Ça, c'est un peu les intuitions qu'on peut avoir quand on est mère avant, et puis Gaspard est né. Tout semble aller bien jusqu'au jour du baptême, où ils expliquent qu'ils ont mis donc Gaspard devant les bras de la Vierge Marie. Ça fait partie d'un des rituels. Et qu'à ce moment-là, alors que c'était un moment heureux, qu'ils étaient en train de célébrer un baptême, et bien en fait, ils ont tous eu un gros coup de cafard, notamment les parents qui se sont mis plus ou moins à pleurer. Euh, Ils l'ont caché, mais ils se sont mis à pleurer, ils étaient tristes alors que c'était un moment heureux. Ça les a traversés, ça n'a pas duré très longtemps. Et puis ils expliquent qu'après, bon, c'est un baptême, donc du coup on est là pour célébrer la vie. Mais qu'encore une fois, il y a eu cette espèce d'intuition qui disait que Gaspard aurait une destinée différente finalement. Ça ne faisait que confirmer ce qu'ils avaient pu ressentir avant, en tout cas ce que la maman avait pu ressentir. Et il va s'avérer malheureusement que la mère avait eu une intuition juste et que Gaspard, donc en grandissant, va développer une maladie. On va comprendre qu'il a une maladie incurable et que donc, eh bien, ce témoignage, ce film, où on aura de courts extraits, enfin surtout des témoignages quelque part, il y aura des photos, il y aura de très courtes vidéos, mais que ce témoignage va nous parler de l'accompagnement de parents, d'une famille, d'un enfant vers la fin de sa vie. Ça pourrait être triste, et je ne veux pas mentir, c'est triste, c'est émouvant, mais les parents n'ont pas voulu rendre ce film triste. Comme je disais, ils l'ont laissé sur YouTube pour que ce soit comme un hommage pour Gaspard. Et pour eux, Gaspard, comme ils sont très, très croyants, eh bien, alors, il y a des moments où vraiment la présence leur manque, évidemment, mais pour eux, il est au ciel. Pour eux, il est présent. Il est soit auprès de Dieu, ou bien parfois il est avec eux. Donc, quand il parle de Gaspard à sa petite sœur ou à son petit frère, ils disent, bah voilà, Gaspard, il est parti plus tôt, il avait une autre mission, et j'ai été étonné dans ce film du courage de la mère, du père également, mais le père est plus en retrait. C'est un militaire de carrière, donc on pense que c'est un mec dur. Et a priori, il était plus sensible en fait. Il est aussi un peu plus extérieur, parce que les moments où il n'était pas là, il était en mission. Mais la mère était, pour le coup, je parlais de soldat, était une combattante. Et très peu on la voit craquer en fait dans ce documentaire. Peut-être qu'avant, elle a eu le temps de faire son deuil et de réfléchir, et que le film l'a aidé à aller mieux. Mais on sent une femme forte, et qui dit finalement Gaspard, c'est notre petit garçon à vie. On l'aimera toujours, on n'en parlera jamais au passé, mais la vie continue. Il y aura d'autres moments heureux. Il y aura peut-être, si on le veut, il y aura un autre enfant de l'amour qui viendra pas remplacer Gaspard, mais juste parce que nous on s'aime et que peut-être on aura envie de faire un bébé après. Donc pour eux, il y a une continuité. C'est pas une continuité évidemment, mais il y a une continuité. Et je pense que la foi les aide beaucoup. Et ils vont très souvent revenir sur cette thématique en disant que la foi était très importante dans leur foyer, que quand ils se sont rencontrés, elle était elle-même catholique, que le mari était catholique, et que donc ce bébé a été conçu dans l'idée de le donner à Dieu, et que peut-être finalement, c'est ce qui s'est produit, c'est que ce Dieu a décidé de reprendre Gaspard un peu plus tôt, mais que certainement il a des vraies raisons là-bas, des vraies raisons d'être. Et je crois qu'en plus du film, ils ont créé peut-être une association à côté pour aider les enfants qui souffrent plutôt de cette maladie, ou pour mettre les parents en lien pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Donc, comme je disais, c'est pas nécessairement triste, ça n'est pas que triste. C'est plutôt comme ça qu'on peut le dire. Euh, En tout cas, c'est un beau témoignage, c'est émouvant, et je voulais en parler, parce que c'est pas un film en tant que tel, c'est peut-être pas sorti dans les salles de cinéma, je ne crois pas, mais ça mérite justement d'avoir plus de public, et donc je voulais vous parler de ce film, et moi, je l'ai mis dans mon top 10 films de 2018, parce que quand je l'ai vu, eh bien j'étais ému, quand je l'ai vu, j'ai eu envie d'en parler, et donc eh bien je vous en reparle de nouveau. Et le film complet sera en dessous, puisque vous pouvez le voir dans son intégralité. N'hésitez pas à mettre un petit like pour cette famille. Puis a priori, ils vendent même pas le film, ils l'offrent comme ça, donc ne serait-ce que mettre un like, c'est leur dire que vous l'aimez un peu, que vous aimez un peu ce travail, que vous aimez un peu l'hommage qui a été rendu, et puis c'est faire aussi un hommage à Gaspard, le soldat de l'amour. Donc voilà, c'était le top 10 film 2018. J'espère que l'année 2019 sera un petit peu plus riche en cinéma. Euh, J'aime pas faire ça, mais je vais le faire quand même. Si vous pouviez, s'il vous plaît, vous abonner, on croirait un petit peu à Rome. S'il vous plaît, donnez un petit peu d'argent. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis en train de refaire ma chaîne de zéro.
j'ai passé 2 jours à faire, je sais pas combien, à peu près 70 critiques de films que j'ai repris, que j'avais fait et tout a été perdu, donc j'ai refait très rapidement. Et je compte refaire tout ce qui concernait le cinéma sur ma chaîne, mais ça demande beaucoup de travail. Sachez que je ne le fais pas pour l'argent, je suis pas monétisé, ça c'est important pour moi. Mais de faire des critiques vidéo pour 2 abonnés, ça va être compliqué. Honnêtement, c'est pas très motivant. Ouais, c'est pas l'argent, hein, c'est pas, on pourrait se dire, dans le temps j'avais 4000 abonnés. Vous imaginez ce que c'est ou peut-être pas, mais vous êtes quelqu'un qui est sur YouTube, vous avez une communauté de 4000 abonnés, vous avez un bug, enfin pas un bug, vous avez un problème avec YouTube qui supprime votre chaîne, vous vous retrouvez avec 2 abonnés. C'est quand même super dur. Moi, c'est pas l'argent que je recherche, mais c'est pas motivant du tout de faire des critiques de films pour 2 abonnés. Après, je me suis jamais enflammé hein, sur des critiques de films. Il y avait 6, 7 vues, mais c'est bien. Mais là, je pense même pas que je les aurai. Et surtout, si vous vous abonnez pas, eh bien, vous n'aurez pas la suite, hein. Vous ne pourrez pas suivre mon contenu. C'est surtout une espèce de plus-value pour moi, c'est de me dire, ok, bon, j'ai gagné un petit peu d'abonnés, il y a un peu plus de vues, c'est cool. Mais je le répète, jamais je ne serai monétisé. Ça m'intéresse pas. C'est pas comme ça que je fonctionne. Et si je fonctionnais comme ça, déjà, je me serais suicidé parce que là, j'aurais perdu tout mon argent, hein. J'aurais perdu quelqu'un qui aurait fait sa chaîne avec une visée budgétaire serait complètement ruiné. Je veux dire mentalement, physiquement et mentalement. Comme moi, c'est pas simplement, enfin, c'est pas ça qui me motive, c'est pas l'argent, puisque je ne veux pas être monétisé, c'est autre chose, c'est le partage. Mais pour qu'il y ait partage, il faut qu'il y ait quand même des gens qui reçoivent de l'autre côté. Si je peux donner à 10 personnes envie de voir un film, c'est génial. Maintenant, s'il n'y a qu'une personne qui regarde mes vidéos, je suis pas sûr, j'ai envie de continuer. Peut-être que c'est dommage, j'en sais rien. En tout cas, peut-être que je parle mal du cinéma, mais je parle de films qui sont très bons dans le lot, et là, c'est dommage. Et je sais qu'il y a d'autres films à venir qu'il va falloir que je refasse, qui sont très très bons, qui sont excellents, que j'ai partagé à des amis, qui m'ont dit, waouh, le film génial. Peut-être que tu n'en parles pas toujours très bien, peut-être que le format que tu avais avant n'était pas génial, mais en tout cas, les films sont intéressants. Donc merci pour ce film. Parfois, ça a changé leur vie. Ça a changé la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont en parler autour d'eux, ça veut dire qu'ils vont le mettre sur les réseaux sociaux. Je vous conseille ce film qui est vraiment génial. Voilà, c'est un retour positif. C'est pas de l'argent, je m'en fous. C'est pas ça qu'on me donne. C'est juste dire, t'as pris du temps, ça demande du travail. Je suis quelqu'un de timide. C'est pourquoi souvent je vais très vite et que je peux bégayer. Parce que j'ai mis du temps avant de parler sur YouTube. Maintenant, je le fais. Mais c'est pas simple. Je n'écris pas mes critiques. Avant, je les écrivais justement, c'était vachement trop structuré et ça sentait que je lisais. Maintenant, je peux vous expliquer comment on fait. Essayez d'imaginer, je ne sais pas si vous avez ce talent-là ou pas. Il faut que je parle d'un film, j'ai l'impression d'être au bord d'une falaise et je vais sauter, en fait. C'est-à-dire, voilà, je vais appuyer sur le bouton record, faut que je parle, faut que je parle, faut que je parle, faut que je parle, faut que je trouve des arguments. Alors, des fois, évidemment, je dis un peu n'importe quoi, parce que je me perds, parfois je fais des coupes, parce que c'est clair qu'en une prise, j'y arrive pas. Mais vraiment, je me sens comme au bord d'une falaise, où je suis obligé de sauter. Je suis comme ça, je dis vas-y, saute. Et puis après, bah, tu fais comme tu peux, tu bats les bras, tu bats les pieds, tu essaies de garder l'équilibre, et puis parfois ça passe, tu dis ah, j'ai réussi. Dans l'ensemble, je suis pas content du truc final, mais je me dis bon, j'ai réussi à parler quand même du film un petit peu, j'ai réussi à mettre ce que je voulais dedans, donc voilà. Alors s'il vous plaît, si vous pouviez vous abonner, je demande même pas les likes, c'est pas ça, c'est juste de vous abonner euh, pour me donner envie de continuer mon travail. Et c'est vraiment très nouveau pour moi de demander ça, mais là, de passer de 4000 à 2 abonnés, c'est quand même super dur, quoi. Honnêtement, je suis dans un suicide numérique, hein. C'est-à-dire que franchement, je ferais mieux de me suicider numériquement et dire j'arrête tout. Et très courageusement, je suis en train de tout refaire. Je pourrais pas tout refaire, mais en tout cas, tout ce qui est de cinéma, je vais essayer de tout refaire. Je vous dis même pas les heures de travail qu'il y a derrière, mais voilà. Il serait tellement plus simple pour moi de dire j'arrête tout, et quand même, j'essaie de continuer. Alors, s'il vous plaît, ce serait bien d'avoir un soutien, ce serait bien d'avoir des gens derrière qui potentiellement pourraient pousser, sachant qu'avant j'avais 4000 personnes, donc c'est qu'a priori, eh bien, ça pouvait plaire, mais évidemment, tout le contenu qui pouvait plaire a disparu. Tout... Il y a plein de choses que je proposais, j'ai perdu un nombre incroyable de vidéos, je peux même pas vous expliquer. Si, je peux vous expliquer, j'ai tout perdu. C'est simple. Je retrouve par-ci par-là des vidéos, je refais des vidéos moi-même très très vite, mais j'ai perdu tout, j'ai tout perdu. Je peux le mettre dans les deux sens, c'est la même chose. J'ai absolument tout perdu. Ça n'a pas dû arriver à beaucoup de youtubeurs, où je pense pas que ce soit refait.
Je pense pas que des mecs qui ont perdu leur chaîne et qui avaient un contenu important aient continué. Je pense que c'est vraiment l'abandon, surtout que la plupart des youtubeurs sont, eux, monétisés. Donc merci à vous de votre bienveillance. Merci à vous.